Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Michel, chargé de mission sport et handicap au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Et je vais vous présenter notre nouvelle stratégie sport et handicap. Il faut savoir que j'ai un collègue qui va arriver, il est un petit peu en retard, qui va me rejoindre du pôle ressources, de notre pôle ressources sport et handicap. Mais je vais commencer tout seul. En préambule, il faut d'abord que je vous dise que c'est encore un projet, puisque on est encore en phase de concertation avec nos partenaires. On doit encore consulter nos partenaires. Là, je vois la Fédération du sport adapté notamment. Il va falloir qu'on rencontre quelques personnes. Et ensuite, on pourra publier la nouvelle stratégie à la fin, normalement à la fin de l'année, puisque c'est une stratégie 2025-2030. Avant cela, je voulais quand même revenir sur les avancées en matière de sport et handicap de ces dernières années qui concernent tout le monde et qui concernent les collectivités territoriales. En premier lieu, à noter la création de la rubrique sport de Mon Parcours Handicap. C'est une rubrique qui est sur un site accessible à 100% et qui donne l'information essentielle pour les personnes en situation de handicap pour pouvoir s'orienter et pratiquer du sport. Ces dernières années, vous avez entendu parler des journées paralympiques qui ont été mises en place en 2022. La réduction de la TVA à 5,5 pour l'achat de matériel sportif adapté. L'augmentation de l'enveloppe accessibilité, même s'il y a eu des petites variations, mais à l'heure actuelle, on est à 2,5 millions. L'aide financière, alors le passeport a fait beaucoup parler, mais il faut quand même savoir qu'en matière de handicap, elle a été majorée, c'est-à-dire qu'on touche tous les publics qu'on avait auparavant, mais sauf qu'on a une enveloppe de 70 euros, alors qu'avant c'était une enveloppe de 50 euros. Donc en matière de passeport pour les personnes en situation de handicap, on s'est plutôt amélioré. Et puis, ces dernières années, une chose très importante, il y a eu la loi de 2022 avec la nomination d'un référent pour l'activité physique et sportive dans les établissements et services médico-sociaux. Ça, c'est une avancée importante qui a permis de booster la pratique dans les établissements. Et voilà, après, ça c'est plus anecdotique pour vous, mais bon, on a mis en place une conférence permanente du parasport qui est maintenant l'organe de gouvernance nationale du parasport. Ça, c'était pour ce qu'on a fait ces dernières années. Donc le bilan, évidemment, quand on a préparé la nouvelle stratégie, on a fait le bilan de la première, avec un bilan plus ou moins abouti, mais quand même qu'il y avait des avancées majeures. Je vais aller assez vite parce que pour vous, ce qui est important, c'est de voir ce qu'on vous prépare pour la suite. Vous dire quand même qu'en matière de sport handicap, on reste avec une difficulté majeure, c'est qu'on n'a pas d'enquête de référence qui permet d'avoir un taux de pratique constant dans le temps, qui permet d'évaluer les politiques publiques. Celle que je cite, c'est une enquête de l'INGEP, dont le rapport est paru en 2024. Et donc, dedans, c'est indiqué que 43% des personnes âgées, des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans pratiquent de manière régulière, au moins une fois par semaine. Il faut savoir que pour la population générale, le taux est à peu près le double. Donc on a encore beaucoup de travail. Mais on a quand même des difficultés pour avoir une enquête de référence pour pouvoir voir l'évolution dans le temps. Je continue d'avancer pour aller un peu plus dans le cœur de notre stratégie. Vous dire évidemment que comme c'est une stratégie qui a en ligne de mire le 2030, on a bien évidemment en tête les Jeux Olympiques et Paralympiques à 2030 qui vont être très importants. Et puis, voilà, et puis le renforcement du droit commun. Vous devez certainement savoir qu'il y a de plus en plus de fédérations qui investissent le champ du parasport. Et donc, il est important qu'on accompagne tous les acteurs pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Je continue. Là, ça, je vous ai fait un petit panorama des enquêtes qui concernent le sport et les handicaps. Voilà les trois axes, les trois piliers de notre stratégie nouvelle version. Encore une fois, sous réserve de validation, puisqu'on n'est pas encore totalement, on n'a pas totalement terminé la stratégie. Mais on a un grand pilier sur donner l'envie de pratiquer. Je développerai par la suite, donc je vais très vite. Rendre accessible, ce qui est un énorme chantier, évidemment, l'accessibilité. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Et puis l'accompagnement et la formation des acteurs. Cette fois-ci, on a fait le choix de mettre la partie haute performance, pas directement dans la stratégie, plutôt en lien avec la stratégie, puisque
tout sera indiqué dans le document de l'ANS Ambition Bleue. Donc, dans notre stratégie, il y aura un lien vers la stratégie, mais on a pris le parti de se focaliser sur le développement dans cette future stratégie. Et donc, le but, ça a été de resserrer la stratégie, parce que dans la première stratégie, il y avait énormément d'objectifs. Donc, c'était difficile de suivre tous les objectifs. On a essayé de resserrer avec 10 grandes actions que je vais vous présenter et une vingtaine de mesures qui composent ces actions. Alors, l'idée aussi, c'est de vous présenter la stratégie, mais en lien avec les problématiques que vous pouvez avoir en collectivité. On avait intitulé la conférence « Quel rôle pour les collectivités dans cette stratégie ?» Mais je dirais plutôt c'est comment notre stratégie peut vous aider au niveau local pour développer vos politiques publiques en matière de parasport. Donc sur le volet donner l'envie, il y a encore une fois 2 piliers, donner de l'information et de l'autre côté, faire connaître les parasports et les parasportifs, puisque un des premiers freins au taux faible de pratique des personnes en situation de handicap, c'est la méconnaissance. Les gens ne savent pas qu'elles peuvent pratiquer, les personnes ne savent pas qu'elles peuvent pratiquer, elles ne connaissent pas les possibilités de pratique. Donc on a encore un gros travail à faire sur l'information, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, on a mis en place une rubrique sport qui centralise un peu tout. Donc dedans, c'est vraiment quelque chose de connaître de manière indispensable. On a mis tout ce qu'il fallait connaître, c'est-à-dire le handi-guide dont je vais parler juste après, Trouve ton parasport qui est l'outil du CPSF pour l'orientation de la personne vers la pratique, et puis une trentaine d'articles qui permettent aux personnes en situation de handicap ou leurs aidants de pouvoir répondre à leurs questions si elles sont dans la volonté de faire du sport ou si elles font déjà du sport. Il y aura des réponses à peu près à tout. Donc voilà, donc vraiment à connaître. Le handi-guide des sports, je vois que mon collègue arrive, mais on fera un petit zoom sur le handi-guide des sports en fin d'intervention. Mais c'est très important, le handi-guide des sports. C'est l'outil, vraiment la plateforme de recensement des structures para-accueillantes partout en France. Je laisserai la parole à mon collègue qui vient d'arriver pour développer dans quelques minutes. On est en plein boom, on atteint plus de 5700 structures maintenant recensées. Donc Frédéric vous en parlera mieux que moi dans un instant. Le deuxième pilier de cet objectif 1, c'est tout ce qui est événementiel. Faire connaître le parasport, ça passe par l'événementiel. Alors évidemment, on a eu un coup de projecteur extraordinaire avec les Jeux paralympiques. On sait bien qu'on n'aura plus jamais une telle exposition, ça c'est évident. Mais le but, c'est qu'on n'attende pas 100 ans de nouveau des Jeux à Paris pour pouvoir parler de parasport. Et donc c'est très important d'organiser des événements, soit des événements sportifs inclusifs, soit des événements dédiés aux parasportifs, pour faire connaître les parasports. Je pense que personne ne connaissait la boccia avant les Jeux. Maintenant, il y a quand même une bonne partie de la population qui est au courant. Donc on va essayer de faire connaître à travers l'événementiel. Ça passe par l'incitation à organiser des événements. Et là, pour le coup, les collectivités, vous avez vraiment un rôle à jouer, puisque c'est vous qui allez pouvoir mettre en place des événements autour du parasport dans vos collectivités. Évidemment, donc là, un énorme rôle à jouer de la part des collectivités. Évidemment, ce qui est connexe à ça, c'est la médiatisation et la communication qu'on va pouvoir faire de l'événement, parce que si l'événement n'est connu de personne, le retentissement sera évidemment bien moindre. Le deuxième axe de notre nouvelle stratégie, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quelque chose de très global et de très important. On a pris le parti de le diviser en 3 chapitres. Le premier, c'est rendre accessible la pratique sportive. Le deuxième, c'est rendre accessible les lieux de pratique. Et le troisième, c'est de rendre accessibles les événements sportifs. J'ai des choses à vous dire sur la première mesure, sur le rendre accessible la pratique sportive. Vous le savez, les personnes en situation de handicap ont des besoins particuliers et l'idée, c'est de répondre à ces besoins particuliers. Alors, vous avez la prestation de compensation du handicap au niveau individuel. Nous, on va plutôt avoir une stratégie plus globale au niveau des structures sportives ou des collectivités, justement, ou des associations. En tout cas au niveau d'une structure. Et donc, pour la première fois, donc ça c'est très important à noter, l'État a mis en place un appel à projet sur l'aide humaine dans le parasport. Le premier appel à projet vient de se terminer, mais il va être reconduit l'année prochaine et on aura un peu plus de temps pour communiquer dessus, puisque cette année, avec les changements de gouvernement, comme vous le savez, on n'a pas eu le temps de communiquer comme on aurait voulu sur cet appel à projet, mais
L'année prochaine, ce sera mieux. Mais sachez qu'il y a une enveloppe nouvelle. Cette année, c'est 530 000 euros. Donc, en ces temps d'austérité financière, c'est important de le savoir, 530 000 euros qui a été dédié pour accompagner les structures qui proposent de l'aide humaine dans le parasport. Ça peut être, il y a énormément de choses là-dessus. Vous le savez, il peut y avoir des besoins de guides pour des déficients visuels, d'assistants pour des personnes qui ont une motricité réduite. Ça peut être des interprètes pour des sportifs sourds. Ça peut être aussi des services de transport pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Enfin bref, il y a tout un tas de choses possibles. Et puis il y a aussi la question de la pratique sportive des aidants dans cet appel à projet. Ça y répond aussi. Si les structures ou les collectivités ont des projets concernant la pratique des aidants, ça peut être aussi un appel à projet qui peut être utilisé dans cet objectif-là. Je vais aller assez vite parce que, comme vous le voyez, je suis très bavard et le temps passe. Vous dire que sur le volet, donc évidemment sur le volet accessibilité de la pratique, on a aussi tout ce qui est aide à l'achat de matériel, mais ça fait longtemps que ça existe. Mais il y a toujours une enveloppe, je répondrai à vos questions plus tard, il y a toujours une enveloppe au niveau de l'ANS pour pouvoir acheter du matériel sportif adapté. Une enveloppe de 2,5 millions en 2025 qui va être reconduite l'année prochaine. J'avance sur l'accessibilité des lieux de pratique. Là, il y a énormément de choses qui sont en cours de route avec l'impulsion de la délégation ministérielle à l'accessibilité qui fait un énorme travail sur ce sujet. Et en ce moment, on a ouvert un groupe de travail pour essayer de clarifier un petit peu les informations essentielles à connaître quand on est une personne en situation de handicap sur un équipement sportif. Qu'est-ce que c'est, de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire du sport dans mon équipement. Et donc on est en train de travailler. Et ce travail va nourrir évidemment les bases de données actuelles que sont DataES pour ceux qui connaissent. DataES, c'est l'outil de recensement des équipements sportifs du ministère. Mais il y a aussi Accès Libre qui est plus le volet grand public. Et on essaye de faire un travail pour coordonner ces outils et puis surtout les enrichir, les améliorer. Je passe assez vite parce qu'après il y a aussi des travaux qui sont faits pour rendre accessibles les espaces naturels. Notamment il y a un référentiel d'accessibilité des sentiers qui est en cours de production, qui va pouvoir aider toutes les structures, les parcs qui ont des sentiers d'améliorer l'accessibilité de leur site. Donc c'est quand même à connaître. Et évidemment, il va y avoir un gros travail de fait sur l'accessibilité des stations de montagne, et pas uniquement l'hiver, ce sera 4 saisons, avec en premier lieu un guide qui va être fait sur l'accessibilité des stations de montagne. Voilà. J'en dis pas plus, mais ça va être très intéressant. Les événements sportifs, c'est aussi très important. Avec la DIGES, on va travailler. Donc la DIGES, c'est la délégation interministérielle qui soutient les grands événements sportifs. On travaille pour faire en sorte d'inciter les fédérations à organiser des grandes compétitions, mais aussi à s'améliorer en matière d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les critères qui conditionnent l'aide de l'État pour les grands événements sportifs portent sur l'accessibilité et obligent l'organisateur d'événements à s'améliorer sur ces sujets-là, parce que souvent il y a encore du travail à faire, et l'accessibilité, ça vise à la fois les spectateurs, les sportifs, mais aussi les bénévoles en situation de handicap qui veulent s'engager dans l'événement. Donc là-dessus, c'est un travail qui a commencé il y a un moment, mais qu'on est en train d'affiner. Et il y a notamment un guide pratique qui va être publié pour les organisateurs d'événements sportifs et qui sera vraiment focus sur l'accessibilité. Et nous, l'État, on va s'appuyer dessus pour redéfinir nos critères. Sur l'accessibilité des équipements, je reviens un peu dessus. Tout à l'heure, je donnerai la parole à Frédéric, mais il y a des guides aussi très précieux qui sont produits par notre pôle ressources. Donc Frédéric vous en parlera tout à l'heure. Je continue. Le troisième axe principal de notre nouvelle stratégie, c'est l'accompagnement des acteurs. Comme je vous le disais en introduction, on a de plus en plus d'acteurs qui s'emparent, et c'est très très bien, de la question du handicap, de la question de l'accessibilité. Mais il faut qu'on continue et il faut qu'on accompagne ces acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être inclusifs dans leurs projets et d'avoir le réflexe accessibilité dans tous leurs projets. Donc on va être là pour les accompagner. Évidemment, dans la mesure emblématique qui existait déjà
avant cette nouvelle stratégie, mais qu'on va continuer grâce au CPSF, au Comité paralympique, c'est évidemment les clubs inclusifs. Les clubs inclusifs, donc, vous en avez certainement entendu parler, j'espère, en tout cas en tant que collectivité, puisque ça vise les collectivités territoriales, justement, qui peuvent solliciter les référents paralympiques pour mettre en place des formations, ou en tout cas des programmes de sensibilisation. C'est plus un programme de sensibilisation, mais c'est quand même déjà un programme très intéressant pour une première approche, pour que vos clubs, vos associations sportives puissent suivre quelques jours d'instruction dans le domaine du handicap et monter en compétences. Et puis aussi que les associations puissent connaître le réseau local afin de, si jamais l'association a un projet, de pouvoir le développer et d'accueillir au mieux une personne en situation de handicap dans sa structure. Donc les clubs inclusifs, on va continuer. Sous le regard du CPSF, je crois qu'on est à peu près à 2500 structures qui sont passées par le dispositif. On vise au moins 4000. Et tout ça, ça va venir enrichir le Handi-Guide des sports, évidemment, dont on parlera tout à l'heure. Donc, mesures emblématiques. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça l'accompagnement, parce qu'après, c'est plus vraiment au niveau des collectivités. Enfin, il y aura aussi un gros travail qui va être fait vis-à-vis des discriminations et des violences faites aux parasportifs et aux parasportives, pardon, c'est pas facile à dire. Ça va être plutôt fait au niveau du ministère des Sports, mais on va renforcer les choses, les outils pour pouvoir libérer la parole des sportifs en situation de handicap et surtout rendre accessibles les outils pour qu'on puisse avoir plus de signalements, parce qu'on sait que les personnes en situation de handicap sont de manière générale les premières discriminées. Et on a encore un gros travail à faire pour leur donner la parole et être au courant de ce qui se passe. Voilà, après, de manière moins directe avec les sports, mais très important aussi, on va avoir l'accompagnement de tout le secteur éducation. Donc on va travailler avec l'éducation nationale pour améliorer la formation des profs, qu'ils aient plus d'outils pour être plus inclusifs et faire la promotion des sports inclusifs, puisque c'est encore des sports assez méconnus comme le baskin. Je ne sais pas si vous connaissez le baskin. C'est un sport super intéressant qui permet à chacun de pratiquer, quel que soit son handicap, quel que soit son profil, dans la même équipe et au même moment. Et donc, on va essayer d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale pour proposer plus d'outils inclusifs en EPS, et puis avec les acteurs du sport scolaire, que sont l'UNSS, l'UXEL, l'USEP, on va essayer aussi toujours de continuer à proposer des programmes inclusifs en dehors du temps scolaire. Après, il y a le dernier pilier de ce dernier axe, c'est le milieu médico-social et le milieu du handicap et celui du sport-santé. Là, on a vraiment des programmes intéressants. On va organiser un tour de France des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, afin de faire connaître le sport, les bienfaits de la pratique, les outils existants, puisque c'est encore méconnu de la part des MDPH. Et comme c'est les premières, c'est dans les MDPH que les personnes vont aller pour s'orienter, si elles n'ont pas l'information et si elles ne pensent pas à inscrire dans le projet de vie de la personne le sport, bah forcément on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc c'est très important. On va organiser un tour de France des MDPH. On va continuer toujours l'accompagnement de tout le réseau en ESMS. Là, c'est aussi important pour les collectivités, puisque vous avez souvent des établissements spécialisés dans vos collectivités ou à proximité. Donc, vraiment, ayez connaissance du fait qu'il y ait des référents que vous pouvez contacter pour mettre en place des actions sportives, l'activité physique aussi. C'est important en faveur des personnes en situation de handicap. Et voilà. Et puis aussi, je tiens à faire connaître aussi les maisons sport santé qui se sont fortement développées ces dernières années. On est à plus de 540 structures sur le territoire français. Et ça, c'est des outils très précieux pour tout le monde, pour pouvoir faire de l'activité physique et améliorer sa santé. Plutôt que de prendre des médicaments, on va pouvoir faire de l'activité physique et se sentir mieux. Et évidemment, pour les personnes en situation de handicap qui ont souvent des problèmes de santé, ça va être des acteurs très importants, et on travaille justement avec le pôle ressources de Vichy, un autre pôle, pour élaborer des guides qui vont favoriser l'accueil. Là, il y a un guide sur l'accueil des personnes en situation de handicap moteur qui va sortir en début d'année 2026, et on compte bien en produire d'autres pour favoriser l'accueil et l'encadrement dans les maisons sport santé. Je crois que j'ai été assez bavard. Pour terminer mon intervention, avant de passer la parole à mon collègue,
vous dire qu'il y a aussi quelque chose de très important qu'on n'a pas mis dans la stratégie, mais qui est en lien, c'est tout le volet formation. Parce qu'en fait, le ministère a une stratégie large issue du Grenelle de l'emploi et des métiers du sport. Et dedans, il y avait des mesures qui concernaient la formation, et notamment la formation pour que les personnes en situation de handicap se forment et aussi pour qu'il y ait des contenus. Et donc ça, on va travailler dessus, et notamment beaucoup Frédéric qui va bientôt prendre la parole. Donc ça, on ne l'a pas mis directement, mais ce sera en lien avec la stratégie. Vous dire aussi qu'il y a tout le volet observation qui est aussi une vraie préoccupation, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de taux de la pratique licenciée, on n'a que les chiffres handisport et sport adapté, environ 100 000 licenciés, mais on sait que c'est beaucoup plus. Et on travaille avec le CPSF notamment et avec les fédérations pour améliorer ça, et qu'on ait à l'horizon 2030 vraiment un chiffre beaucoup plus consolidé de la pratique licenciée des personnes en situation de handicap. J'ai assez parlé, je vais laisser la parole à mon collègue. Je te laisse te présenter, Frédéric. Oui, alors désolé déjà pour mon retard, qui n'est dû qu'à ma mauvaise anticipation pour arriver jusque-là. Donc il n'y a pas d'autres responsabilités. Donc je vais aller très vite, puisque je crois qu'il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes. Voilà. Alors, nous sommes donc le Centre d'expertise sport handicap. On est un pôle ressources national du ministère des Sports. Julien parlait du pôle ressources sport santé à Vichy. Il y en a encore deux autres. Il y en a un sur l'innovation sociale, un sur l'innovation technologique sur le CREPS de Nantes, et un quatrième sur les sports de nature et la transition écologique, donc à Vallon-Pont d'Arc. Alors, on a un site internet et on a surtout une plateforme Handiguide des sports. Donc, Julien a commencé à en parler. L'Handiguide des sports, c'est une activité structurante du pôle ressources et des services déconcentrés de l'État du ministère des Sports, qui permettent de recenser l'offre de pratiques para-accueillantes. Alors aujourd'hui, on a 5700 offres de pratiques para-accueillantes qui sont recensées sur à peu près 6500, 7000 lieux de pratique, en sachant qu'on recense bien sûr les offres de pratique qui viennent des clubs, mais aussi collectivités territoriales. Vous pouvez être amené à en proposer de manière directe, c'est de l'offre directe, ou des établissements médico-sociaux, ou des structures commerciales, par exemple des salles de remise en forme. Pour nous, ce qui est important, c'est de recenser non pas les stages et l'offre de pratique qui serait ponctuelle, saisonnière, mais c'est l'offre de pratique régulière, permanente, encadrée, collective. Et à chaque fois qu'une structure demande à ce que son offre de pratique soit recensée, il y a un collègue des services de l'État départementaux qui va valider donc le fait d'être sur la plateforme, en règle générale en lien avec l'écosystème parasportif du département, avec les comités départementaux sport adapté, handisport ou d'autres partenaires. On parlait des MDPH, du conseil départemental bien évidemment, et puis du CDOS, enfin voilà. Donc on n'est pas sur une démarche qualité telle quelle, on n'est pas sur un label, mais on est vraiment sur je dirais, un process qui permet de qualifier l'offre. Et à chaque fois, l'offre, elle est, entre guillemets, a priori, de qualité. Voilà. Donc, on est sur une montée en puissance de ce recensement, en lien avec l'ensemble des acteurs et notamment avec l'Agence nationale du sport. Alors, oui, bon, je me remets un petit peu sur le PowerPoint, mais je pense qu'en effet, je vous ai dit l'essentiel. On travaille bien sûr avec les fédérations sportives. Je vous ai parlé des référents du ministère des Sports qui qualifient l'offre, mais l'ensemble des fédérations sportives sont bien sûr mis à contribution. Elles ont des structures affiliées, donc on leur demande leur avis. On vient d'ailleurs de faire un webinaire donc à leur destination. Il y avait 55 fédérations sportives qui étaient présentes et 70 présents. Donc de fait, le travail il se fait vraiment en synergie avec le monde sportif, et on souhaiterait aller plus loin, notamment avec vous, collectivités territoriales. On travaille bien sûr avec l'ANDES, avec l'ANDIS,
et les établissements médico-sociaux avec le secteur médico-social, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'offres de pratiques parasportives qui peut en effet émerger au sein des établissements médico-sociaux. Alors, je ne sais pas comment... Ouais, si tu peux... J'ai juste un slide derrière sur les équipements. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, bon, je vous incite à aller voir cette plateforme. Cette plateforme, elle est à la fois recensée sur notre site internet. Il y a un lien avec le site internet du Centre d'expertise pour handicap, du ministère des Sports. Je ne sais pas si tu as parlé de mon parcours handicap. Si, j'en ai parlé en introduction, mais donc, c'est important d'en parler. Voilà, mon parcours handicap, grosse plateforme pour les personnes en situation de handicap qui renvoie aussi sur, notamment sur le Handiguide des sports. Voilà, on a des relais importants, que ça soit numérique ou institutionnel ou personne physique. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu aussi des guides que vous produisez, le CESH? Oui, alors... le pôle ressources, le centre d'expertise pour handicap, on est un pôle du ministère des Sports, donc on anime les réseaux des services déconcentrés avec la direction des sports, mais on fait aussi beaucoup de production. Alors de production, soit des guides, soit des productions audiovisuelles. On fait aussi des films qui sont illustratifs des politiques publiques. Et notamment au niveau des guides, on est sur des productions très spécifiques autour de l'accessibilité des ERP sportifs. On a notamment sorti un guide sur les gymnases multisports, sur l'accessibilité des gymnases multisports. Et on va en produire un. On a lancé la démarche pour faire un guide sur l'accessibilité des piscines. Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec plein de partenaires. Bon, vos partenaires, l'ANDIS, l'ANDES, mais aussi la délégation ministérielle à l'accessibilité, du ministère de la Transition écologique, des experts du sujet, avec la fédération. Voilà. L'objectif sur ces guides, c'est de donner l'usage sportif. C'est-à-dire que notre vocation, ministère des Sports, ce n'est pas de rappeler la réglementation. La réglementation, ce n'est pas nous qui la faisons. On peut la rappeler, mais c'est le rôle du ministère de la Transition écologique, le rôle des services des territoires du ministère de la Transition écologique. On est, nous, sur l'analyse de l'usage sportif. Donc, sur les gymnases multisports, par exemple, on va analyser tous les espaces qui constituent en fait le gymnase multisport, en passant par l'accueil, les circulations verticales avec les ascenseurs, les circulations horizontales, bien sûr les aires de pratique, et à chaque fois en croisant les regards des professionnels, en croisant les regards des personnes elles-mêmes en situation de handicap sur les usages sportifs en fonction des types d'espaces. On a fait ce guide gymnase avec aussi un certain nombre d'équipements spécifiques qui sont remarquables dans leur accessibilité. On a fait un benchmark national, voire européen, mais surtout national. On a fait des visites apprenantes pour repérer des gymnases qui étaient particulièrement accessibles, particulièrement innovants en matière technologique, en fonction de certains... Ils peuvent être différents en fonction des publics qui sont accueillis. Donc vous avez des fiches équipements qui sont très exhaustives par type d'espace. Et puis également des fiches disciplines. Il y a des disciplines qui peuvent se pratiquer plus particulièrement en gymnase multisport. Et ben on a aussi des fiches disciplines. En gros, pour accueillir telle ou telle activité qu'on retrouve dans un gymnase multisport, je sais pas, on va parler du baskin, quelles sont les conditions à réunir pour que ça soit le plus accessible possible. Donc c'est vraiment pratico-pratique, c'est des guides qui sont destinés aux services techniques des collectivités territoriales, aux architectes, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, services de l'État, que ce soit ministère des Sports ou ministère de la Transition écologique. On a beaucoup de photos, on a beaucoup de schémas, donc on est très illustratif et très pédagogique. Ce n'est pas un guide qui me semble trop lourd à digérer et qui peut répondre à vos besoins en tant qu'élu, à vos besoins en tant que technicien, lorsque vous faites un équipement sportif, soit neuf, mais bien sûr pour rendre aussi plus accessibles des équipements existants, parce qu'on sait qu'il y a plus d'équipements existants que d'équipements neufs, bien évidemment.
Et on fait donc, on lance la même démarche sur les piscines, puisque le dernier comité de pilotage qu'on a fait sur le guide gymnase, ce qui était assez évident, c'est que le deuxième établissement recevant du public, le RP sportif sur lequel il fallait travailler, c'était les piscines, parce que y a une grosse actualité sur les piscines, notamment il y a un certain nombre d'accidents qui ont eu lieu avec des personnes en situation de handicap mental, mais ça c'est l'actualité. Mais bien sûr, toutes les piscines que vous avez à gérer, que ce soit en régie, que ce soit en DSP, et des équipements, des bassins existants, dans la diversité des publics, un peu classique, public du mouvement sportif, public médico-social, plutôt autour de bassins plutôt récréatifs. Il y a une diversité de publics, une diversité de problématiques, et puis beaucoup de réglementations au niveau des bassins aquatiques, beaucoup de réglementations, que ce soit sur l'encadrement ou sur les bassins eux-mêmes. Merci beaucoup Frédéric. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est le site du pôle, du centre d'expertise sport handicap. Exactement. Donc le site du centre d'expertise sport handicap, CESH. Donc vous pouvez aller dessus. Il y a beaucoup de choses qui nous semblent intéressantes, pertinentes et actualisées. J'ai de la documentation sur ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les deux sujets, Handi-Guide des sports et Guide gymnase, que je peux tout à fait, bien sûr, vous donner pour en savoir un petit peu plus. Alors si on nous l'autorise, je ne sais pas, je veux bien prendre deux, trois questions ou remarques, si personne ne nous a interdit de le faire. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Bonjour, Eva Marot, donc Fédération française de squash. J'avais une question sur le référencement. Je voulais juste savoir sur quoi vous vous basez sur déjà l'accessibilité par rapport aux clubs ou aux équipements, et aussi comment vous faites le référencement. Est-ce que en tant que lieu sportif, on peut venir et demander qu'on soit mis en avant sur l'accessibilité, ou est-ce que c'est vous qui venez et qui décidez de... La question, c'est sur le Handi-Guide des sports, c'est ça? Comment vous fonctionnez? En effet, nous, on essaye de communiquer le plus possible aux collectivités territoriales, à nos services qui vont relayer auprès des acteurs du territoire, mais bien sûr directement en direction des fédés. Alors je ne sais pas si vous étiez au dernier webinaire, je pense que la fédé de squash, elle devait être présente. Et les fédés ont vocation aussi à communiquer sur le handicap des sports et à pousser les structures qui sont accessibles, affiliées à la fédé, à se faire connaître. Il suffit qu'un président d'un club de squash aille sur le Handi-Guide, il y a inscription d'une structure, et voilà, ça se fait en, 7 minutes, je dirais à peu près, 7-8 minutes, et après, le référent du département valide. S'il y a un souci, si vous voulez nous contacter directement au niveau de la fédé, il n'y a aucun problème, on peut échanger dessus. S'il y a des blocages ou des incompréhensions, je dirais que la communication, elle se fait un peu à 360 degrés. Et le club c'est le club qui fait la démarche de s'inscrire. Il y a un espace pour émettre des remarques sur l'accessibilité des sites de pratique. Parce que des fois, ça va être accessible pour un certain public et pas pour d'autres. Le club va pouvoir mentionner tout ça dans le Handi-Guide. Alors, on a aussi, lorsque en fait, le club n'arrive pas à se situer sur est-ce que je peux apparaître sur le Handi-Guide, on a un test d'évaluation sur le niveau d'accessibilité d'appareil à 360, à la fois sur les pratiques sportives, mais aussi sur l'accessibilité de l'ERP. Donc on a une auto-évaluation qui permet de se situer. Est-ce que en gros je suis prêt à être une offre de pratique par accueillante sur le Handi-Guide des sports? Merci de votre attention. On me signale qu'il faut qu'on arrête. Donc merci beaucoup. J'espère que ça aura répondu à vos questions sur ce projet, qui est encore un projet, je tiens à le préciser, c'est pas encore totalement finalisé. Mais merci de votre attention. Le Handi-Guide, le Handi-Guide, c'est pas un projet. Il est toujours, il est totalement là, présent, et vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez des plaquettes sur le Handi-Guide des sports ou sur le guide gymnase, j'en ai à disposition. Et vous pouvez venir nous voir si vous avez des questions, mais on va devoir arrêter la conférence. Merci à vous. Merci.